Tout d'abord aussi, de ma part, je remercie tous les organisateurs qui m'ont invité pour assister à ce congrès. C'est un honneur pour moi de partager ce thème, quand suspecter un DIP sur la numération. C'est toujours un plaisir d'être avec l'équipe de l'immunologie et l'équipe d'infectiologie pédiatrique de M. Bsfeha. Donc aujourd'hui, on va voir quand suspecter un déficit immunitaire primitif sur un simple examen qui est la numération formule sanguine. Donc, comme introduction, nous savons tous que les déficits immunitaires primitifs, c'est des maladies génétiques et sont classées selon les cellules atteintes, que ce soit des lymphocytes, des PNL. Et puis, ils atteignent les enfants. Le plus souvent, c'est les enfants, mais on peut les voir aussi chez les adultes. Et le diagnostic, il va reposer d'abord sur les manifestations cliniques et bien sûr sur le bilan biologique. Tout ce qui est clinique, c'est des infections à répétition, c'est des germes opportunistes, c'est des germes atypiques. Donc, comment on pose les diagnostics? Il y a d'abord l'anamnèse et il y a l'examen clinique. Et puis, nous, les biologistes, on va recevoir un bon pour demande d'examen. Le minimum d'examen demandé chez ce patient en première intention, il y a l'hémogramme, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le dosage des immunoglobulines, les sérologies post-vaccinales. Donc, ces examens sont simples, sont rapidement demandés, on aura rapidement les résultats, mais ils peuvent orienter quand même le diagnostic d'un déficit immunitaire et aboutir à une étiologie. Après, c'est aux cliniciens de demander les autres examens spécialisés en deuxième intention, tels que l'étude génétique et moléculaire pour typer le déficit immunitaire primitif. Pour l'hémogramme, ce qui nous intéresse, l'hémogramme, c'est une analyse qui est très simple, rapidement réalisée. C'est une analyse qui permet de donner une étude quantitative et qualitative de sang et il est réalisé par un prélèvement de sang veineux. Sauf qu'on est confronté quand même à une particularité de patients qui sont des nouveau-nés, des nourrissons et des petits enfants chez qui le prélèvement est difficile. Et quand on reçoit, nous, le prélèvement au laboratoire, pratiquement et le plus souvent, c'est un prélèvement coagulé. Et donc, la solution chez ces patients, c'est de réaliser quand même un prélèvement qu'on appelle un prélèvement capillaire, qui est un prélèvement réalisé chez le nourrisson ou nouveau-né au niveau de la plante des talons à l'aide d'un tube capillaire. Et normalement, le sang recueilli il est remis dans le tube AOTTA et techniqué par l'automate d'hémogramme. Mais il faut faire attention. Le prélèvement capillaire, il est interprété d'une autre manière par rapport au prélèvement veineux parce que, par exemple, pour les globules blancs, ils sont supérieurs à 20% par rapport au sang qui se trouve aux cellules qui se trouvent dans un sang veineux. Et l'hémoglobine, elle est supérieure à 5 fois aussi par rapport au prélèvement veineux. Donc, j'incite les biologistes de faire attention avec l'interprétation par rapport au prélèvement capillaire. Deuxième chose, on a les résultats donnés par l'automate et on doit dire est-ce qu'on est dans une marche normale ou non. Il faut interpréter là aussi les résultats par rapport à l'âge parce que physiologiquement, on a une différence par rapport aux paramètres, que ce soit à la naissance, chez le nourrisson, le petit enfant, par rapport au grand enfant et l'adulte. Et donc, il faut avoir quand même le minimum de ces données pour interpréter le résultat d'une numération chez cette catégorie de patients. L'hémogramme, il peut nous renseigner sur beaucoup de choses et surtout, il peut nous renseigner sur des anomalies qui peuvent se trouver dans les déficits immunitaires, comme une polynucléose, une eosinophilie, une neutropénie, une lymphopénie, également une thrombopénie, une anémie. Mais interpréter un hémogramme, il nécessite quand même le minimum de renseignements cliniques, d'où j'incite les collègues de collaborer. Une collaboration clinico-biologique, elle est très importante pour poser un diagnostic et surtout un diagnostic de déficit immunitaire, sachant qu'une numération normale n'élimine pas le diagnostic. Donc, si on a une neutropénie sur l'hémogramme, quand est-ce qu'on va penser à un déficit immunitaire et comment on peut poser le diagnostic? D'abord, il faut connaître quand même des généralités, des définitions. On définit une neutropénie chez un nouveau-né de première semaine si le taux de globules blancs est inférieur à 2 giga par litre ou 2000 éléments par millimètre cube, inférieur à 1 giga chez l'enfant de 2 à 12 mois, inférieur à 1,5 giga par litre au-delà de 1 an. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence d'interprétation par rapport à l'âge
La neutropénie, elle est dite sévère, elle est inférieure à 0,5 giga par litre, on parle d'agranulocytose. Et puis aussi, on parle d'une neutropénie, c'est les chroniques. Quand on a une neutropénie qui dépasse les 3 mois, ça peut être permanente, ça peut être intermittente avec des périodes de normalisation de PNL, comme ça peut être cyclique, ça veut dire qu'on a des moments où on a une neutropénie et après on aura une normalisation du taux de PNL. Quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer devant une neutropénie? Donc, le premier diagnostic, c'est la neutropénie congénitale sévère. Et là, l'hémogramme, il va objectiver une neutropénie qui est sévère, une neutropénie à moins de 0,2 giga par litre, mais elle est associée quand même à une eosinophilie, c'est-à-dire augmentation des éosinos, à une monocytose, à une thrombocytose. En général, cette augmentation, elle est réactionnelle. On peut avoir même une anémie qui est liée à l'inflammation. Et si on revoit, parce que nous, c'est les biologistes, on va revenir sur le banc d'examen, on va trouver que c'est un patient de la première semaine de vie où on a quand même des infections qui sont profondes de type stomatite, infection cutanée. Et c'est une pathologie qui est due en général à une anomalie génétique qui est la mutation du gène ELAN. Et puis, le diagnostic même peut être porté au niveau du laboratoire d'hématologie par la réalisation d'un myélogramme qui va montrer une maturation granulocytaire jusqu'au promyélocyte, au myélocyte, c'est-à-dire on aura une maturation jusqu'aux cellules jeunes et absence des cellules matures. Deuxième diagnostic, c'est la neutropénie cyclique. Il est moins sévère. On peut les voir à peu près chez les enfants et même chez l'adulte jeune. Et là, la neutropénie, elle est sévère, mais moins sévère par rapport à la neutropénie congénitale. Cyclique, donc on aura une neutropénie qui dure de 3 à 10 jours et puis qui dure aussi toutes les 3 semaines, suivie d'une correction, mais jamais complète, des PNN. Et là aussi, cliniquement, les patients vont présenter une histoire d'infection à répétition, une stomatite. Et là, le myélogramme aussi qui est réalisé et lu au niveau du laboratoire d'hématologie va montrer un dépeuplement granulocytaire, une augmentation des granulocytes jeunes et des moments où on a une normalisation passagère de la lignée. Donc, concernant la neutropénie permanente congénitale et la neutropénie cyclique, on n'a que des signes infectieux. Il y a d'autres syndromes où on a la neutropénie, mais il y a d'autres signes qui sont se rajouter sur la symptomatologie infectieuse. Et là, on a des syndromes, comme le syndrome de Kostman, qui va associer, en plus de tout ce qui est infectieux, des anomalies neurologiques. La mutation génétique qui est à peu près la même que la mutation au niveau de la cytopénie permanente, sauf que le mécanisme n'est pas le même. On peut avoir d'autres mutations comme AXE1. Et le principe du syndrome de Kostman, c'est qu'on aura une apoptose, c'est-à-dire une destruction des précurseurs promyélocytes et myélocytes au niveau médulaire. Sur l'hémogramme, on va trouver la même chose, une neutropénie sévère, eosinophilie, une monocytose. Et là aussi, le myélogramme peut confirmer le diagnostic avec une absence de cellules matures. Un autre syndrome, qui est le syndrome de WHIM, qui correspond à un dysfonctionnement de la voie de signalisation cellulaire. Et on aura une très sensibilité pour les récepteurs cellulaires et il y aura un trouble de migration de PNN de la moelle vers le sang périphérique avec une destruction intramédulaire. Et donc, automatiquement, sur la numération, on aura une neutropénie sévère. Et là, les biologistes ils doivent être alertés devant les signes au niveau médulaire parce qu'on aura des anomalies plutôt morphologiques qui peuvent orienter le diagnostic. C'est ce qu'on voit sur la photo. On a des frottis sanguins avec des PNN, des PNN bilobés et retenus par un filament. Quelquefois, c'est hyposegmenté, polysegmenté, parfois vacuolé aussi, qui normalement renseigne sur la destruction des PNN en intramédulaire, qui explique la dégénérescence cellulaire. Et on appelle ces anomalies cytologiques la myélocatexis, qui est normalement typique du syndrome de WHIM. Une autre pathologie, c'est la maladie de Chidiac-Higashi. Dans le diagnostic, elle est confirmée au niveau de laboratoire d'hématologie grâce au frottis sanguin qui est caractéristique. Là aussi, cliniquement,
Le diagnostic est orienté parce qu'on aura des signes en faveur, albinisme oculocutané, et puis des infections bactériennes avec des infections, des phases d'activation lymphocytaire parfois létales chez les petits-enfants. Sur la numération, on aura une cytopénie qui peut toucher au moins 2 lignées, avec une neutropénie à moins de 1 giga par litre, une anémie, et le frottis qui est caractéristique, qui va montrer normalement des vésicules de grande taille qui contiennent des granulations, et ils apparaissent sur le frottis sanguin avec des PNN, et sur le cytoplasme, on voit des granules très denses, et on appelle cet aspect Chidiac-Higashi qui est en faveur de maladies de Chidiac-Higashi. Donc là, le laboratoire, il peut orienter vers pas mal de diagnostics et confirmer le diagnostic de certains déficits immunitaires primitifs. Dernièrement, par rapport à la neutropénie, on a le syndrome de Shwachman-Diamond, qui est une forme assez fréquente de neutropénie congénitale. Sur la numération, on aura une neutropénie, mais une neutropénie modérée et intermittente, qui est associée aussi à une anémie thrombocytose modérée. Et le syndrome de Shwachman-Diamond, il est caractérisé par une insuffisance pancréatique exocrine qui est caractéristique. Maintenant, quels sont les déficits immunitaires qu'on peut évoquer si on a une anomalie fonctionnelle des PNN? Ça, c'est l'anomalie qualitative. Le premier diagnostic, c'est le déficit en molécules d'adhésion leucocytaire, surtout le type LAD1, qui est dû à une mutation dans le gène ITGB2 et qui va normalement entraîner un déficit d'expression de CD18. Une fois on a un déficit de CD18, on aura un déficit au niveau tout ce qui est molécules d'adhésion, surtout les molécules de la famille de bêta-2 intégrines. Et donc, les PNN, elles ne peuvent pas adhérer. Et donc, on aura aussi une anomalie de migration des PNN vers les sites infectieux. Automatiquement, sur la numération, on aura une hyperleucocytose qui peut dépasser 5 à 20 fois la valeur normale des PNN. C'est une pathologie qui se voit après la naissance. On aura un retard de la chute de cordon, emphalite, c'est-à-dire une infection de l'ombilic, et des infections récidivantes. Donc, une hyperleucocytose à PNL peut orienter aussi vers un déficit immunitaire. Deuxième anomalie qualitative, c'est un déficit en myéloperoxydase. Donc, le myéloperoxydase, c'est des granules qui interviennent dans la destruction de tout ce qui est cellules étrangères, des micro-organismes. Donc, il est dû, ce déficit, à une mutation du gène de MPO. Elle est généralement asymptomatique avec discrète infection, mais le diagnostic il peut être porté par l'hématologiste au laboratoire d'hémato par plusieurs manières. D'abord, il y a des automates qui permettent aussi de détecter l'activité MPO. Pardon. Je m'excuse pour la deuxième photo. Là, c'est la première photo d'un automate parce qu'il va montrer l'activité en rose. Mais si le patient est déficitaire, on n'aura pas cette image en rose. On n'aura que du vide, ce qui va être en faveur d'une anomalie au niveau de l'activité MPO. Et s'il y a certains automates qui font cette activité, comme l'automate Adveya, pour les biologistes, ils connaissent bien l'automate. Deuxième examen par quoi on peut détecter le déficit en MPO, c'est la coloration cytochimique MPO. Et si on réalise la coloration pour détecter la présence du granule MPO, là, la coloration est prête. Donc, on aura une coloration qui est rouge, alors que si on a un déficit, on voit que la cellule elle est vide, il n'y a pas de prise de colorant. Troisième moyen de diagnostic, et là, c'est les immunologistes, ils connaissent bien la cytométrie en flux. Si on cherche la MPE en intracellulaire, on ne voit rien, c'est vide, donc c'est en faveur d'un déficit qualitatif de la MPE. Troisième diagnostic de PNN en matière de qualité, c'est le déficit en granulation spécifique. Donc, on sait que les PNS, c'est des cellules granuleuses. Et donc, c'est une pathologie qui est très rare, mais le diagnostic il est porté sur le frottis sanguin qui va montrer un cytoplasme des PNN vide et un noyau de type PLGR, c'est-à-dire un noyau de bilobé. Donc, pourquoi? Parce que l'anomalie cytogénétique, elle va entraîner l'absence de tout ce qui est granulation primitive, mais on pourra avoir des granulations par défaut, et ces granulations, elles vont retentir sur la maturation cellulaire, et surtout au niveau du noyau, on aura cet aspect de PNN bilobé, même sur cytométrie et certains scatégrammes d'hématologie. Là, c'est les granularités de PNN chez un patient normal, et là, on voit qu'il y a absence de granularité. Donc, vous voyez qu'on peut confirmer
quand même des anomalies de PNN sur le plan qualitatif à l'aide de certains examens qui sont simples et faciles à réaliser. Deuxième élément figuré du sang qui est les éosinophiles. Donc, quand est-ce qu'on peut détecter un DIP devant une anomalie des éosinaux, surtout en cas des éosinophilies? En général, les éosinophiles elles rentrent dans un cadre qu'on appelle le syndrome des hyper-IgE. Généralement, c'est des patients qui présentent des allergies comme des dermatites atopiques, des allergies alimentaires, mais il y a quand même le mécanisme entre l'apparition des IgE augmentés et hyper-éosinophilie, il n'est pas encore bien compris. Et le premier syndrome qui est le plus fréquent, c'est le syndrome de Job-Backley, qui est caractérisé par une triade infection, c'est-à-dire des abcès cutanés, des pneumopathies. Et on a la dermatose chronique eczématiforme. Et sur la numération, on trouve quand même que les éosinophiles sont augmentés, ils dépassent 700 éléments millimètres cubes avec un taux de globules blancs et PNN normal ou diminué. Donc, on a généralement dans cette pathologie une mutation du gène STAT3 qui normalement, STAT3, il intervient dans la sécrétion des IgE par les lymphocytes P. Et donc, si on réalise le dosage d'IgE, le dosage sérique, on trouve que les IgE sont supérieurs à 2000 unités par millilitre, alors que les autres immunoglobulines, le taux des autres immunoglobulines, il est normal. Deuxième syndrome qui est très rare par rapport au syndrome de Job, c'est le syndrome de Dox, où on a une hyper-éosinophilie très importante qui dépasse 1 giga par litre, avec toujours un taux de globules blancs et PNN normal ou diminué. Il est associé à des immunoglobulines, eux, très augmentées, mais là, on trouve quand même qu'il y a un retentissement sur les autres immunoglobulines, IgM très faible, voire indétectable, IgG normal, IgA sont variables. Le syndrome de Wiskott-Aldrich, donc on le connaît tous. À chaque fois, on est sollicité pour chercher les microplaquettes qui sont en faveur de ce syndrome. C'est un syndrome qui est complexe, très sévère, de transmission liée à l'X, et la mutation elle est due au gène codant pour la protéinoise. C'est des patients qui présentent en plus de la dermatite atopique, les allergies, des réactions auto-immunes, un syndrome hémorragique dans 80%. Dans 24% des patients, ils peuvent décéder suite à ce syndrome hémorragique. Là, on a l'éosinophilie, mais on a quand même une thrombopénie qui est de moins de 50 gigas par litre, avec des microplaquettes, c'est-à-dire le volume moyen plaquettaire, elle est diminué. En général, la moyenne de volume moyen plaquettaire elle est de 8 femtolitres, et là, on trouve des plaquettes dont le volume est aux alentours de 3,8 et 5 femtolitres. Le frottis sanguin aussi peut aider au diagnostic en montrant les microplaquettes. Et le dosage des immunoglobulines trouve des IgE élevés, IgM diminués, les IgG et les IgA sériques sont variables. Maintenant, pour les lymphocytes. Donc, à chaque fois, on entend les DIP, c'est une lymphopénie, et généralement, c'est ça. Mais c'est la même chose, il faut évaluer le taux des lymphocytes par rapport à l'âge. Et si on voit le tableau par rapport au taux de lymphocytes et par rapport à l'âge, on voit quand même qu'il y a une différence jusqu'à l'âge de 7 ans où la valeur rejoint celle de l'adulte. Donc, il faut interpréter par rapport à la catégorie. Une lymphopénie chez un nourrisson, ce n'est pas une lymphopénie à moins de 1500, mais c'est une lymphopénie à moins de 3000 éléments par millimètre cube. Et évoquer un déficit immunitaire en général des DIP, c'est plus une immunité dépendante des lymphocytes T. La lymphopénie aussi peut être occultée par des lymphocytes maternels circulant chez l'enfant. Et là, c'est l'intérêt de la cytométrie en flux. Donc, le diagnostic qu'on peut évoquer, c'est les déficits immunitaires combinés qui sont très sévères. Dans l'hémogramme, montre une lymphopénie profonde. Ils sont classés selon les populations, et ça, c'est les immunologistes qui vont faire le diagnostic. Et on a tout un ensemble de diagnostics. Et chaque étiologie est là ses particularités. En dernier, il y a aussi le diagnostic d'asplénie ou hyposplénie que le biologiste hématologiste peut contribuer au diagnostic en trouvant sur le frottis sanguin des corps de Joly, c'est-à-dire des fragments d'ADN qui ne sont pas éliminés par absence de rate.
C'est un diagnostic qui est très rare avec des infections bactériennes et on voit quand même, ça va aider au diagnostic si on a les renseignements cliniques comme quoi le patient il a un problème au niveau de sa rate. Et je vous remercie.